Maurice Kamto n'est pas président de MRC, c'est ça? Non, il n'est pas président de MRC reconnu par les statuts. Il ne peut non plus être un président de MRC reconnu par les institutions. Et c'est pour cela qu'une fois qu'ils avaient introduit les résolutions du 21 décembre auprès de monsieur le gouverneur, jusqu'à aujourd'hui c'est un silence total du côté d'administration. Parce qu'il y a des interrogations sur la démarche, sur ces violations de tests. C'est là où nous en sommes. D'accord, merci. On pioche là-dessus. C'est intéressant justement à la question du retour de Maurice Kamto à la tête du parti. Je vous assure, monsieur Duval, il n'y a aucune plainte qui a été déposée dans ce sens au niveau du MRC. Si quelqu'un a cette plainte, qu'il vous la montre. J'ai dit, le professeur, c'est notre ancre, alors que nous sommes en pleine tempête sur la mer. Donc c'est l'ancre qui stabilise le bateau. Des mots tombent parfois comme des pavés dans les vitrines. Un soir de mutinerie. Ils n'attendent rien. Ils ne demandent la permission à personne. Ils tombent tout droit sur une maison déjà lézardée. Et d'un coup, c'est l'éboulement total. C'est exactement ce qui s'est passé. En plein cœur du directoire, une phrase a été lâchée, une phrase qui a couru sur les plateaux, qui a brûlé les colonnes des journaux comme une traînée de poudre. Willy Mengue a osé proférer le sacrilège. Il a dit l'impensable. Il n'y a plus un seul MRC, il y en a deux. Le MRC originel, il ne faut pas le chercher ailleurs. Il est fondé par les tests qui sont reconnus officiellement, qui sont reconnus par nos instances depuis la dernière convention ordinaire, celle qui s'est tenue en décembre 2023. Et c'est une formation politique que tout le monde a vu éclore à l'issue de cette troisième convention, avec des tests qui donnaient une nouvelle orientation, en attendant qu'il y ait dans les 5 années à venir, ça veut dire en 2028, la tenue d'une nouvelle convention qui aurait pour mission de donner des nouvelles orientations. De l'autre, ce qu'il appelle avec un mépris total, le MRC in vitro, un monstre de laboratoire, une manipulation des prouvettes sans âme coupée du vote des militants. Dans ce que je suis en droit d'appeler MRC in vitro, c'est-à-dire les quelques greffes qui se sont constituées le 21 décembre, ils sont inflexibles. C'est des gens qui sont inflexibles, qui ont pensé qu'ils avaient avec eux des militants qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien. Mais aujourd'hui, se rendent compte. Le mot est d'une exécution. Il s'en prend au mythe. 13 ans de marche, 13 ans de larmes, de cellules de prison, balayées d'un coup de griffe. Mais le dissident est allé plus loin. Il a déclaré la guerre au sommet. Présidence illégale, présidence illégale, présidence illégale. Il a réclamé une cure de désintoxication depuis le cockpit. Écoutez bien ce vocabulaire médical. On ne parle pas de désintoxication que si le corps est empoisonné. On ne parle de cockpit que si l'avion est détourné. Pour lui, le pilote est devenu le virus. Nous sommes en droit de créer un schisme de manière formelle et les démarches sont en cours, ça je peux vous le dire. Les démarches sont en cours, il y a une assemblée générale que nous sommes en train de nous fixer pour le mois de septembre. Une assemblée générale constitutive pour avoir un bureau national et des démembrements. Donc nous sommes dans cette démarche-là. Nous laissons le mois de juillet s'écouler et puis on va voir. Mais oubliez le dissident. Sa sortie n'est qu'un caillou jeté dans l'eau. Ce qui compte ici, c'est la réplique du mur. Ce dimanche 28 juin 2026, sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox TV, le sol a tremblé. Le numéro 2, Mamadou Mota, est monté sur le ring. Pas pour chipoter sur le texte, il est venu coller le plomb de la certitude pour murer la fissure. Une seule formule, une formule qui n'est pas une simple réplique, mais une cosmogonie, une manière brutale de dire ce qu'est un chef, ce qu'est la foi et ce que vaut la parole d'un homme qui a lui-même tenu la barre de l'intérim avant de la rendre. On savait le moment précis qu'il fallait le retour d'une personne et toutes les dispositions légales
du retour du président Maurice Kamto ont été respectés. J'ai dit, le professeur, c'est notre ancre, alors que nous sommes en pleine tempête sur la mer. Donc c'est l'ancre qui stabilise le bateau. Une ancre. Regardez bien ce qu'il fait. Il ne vous parle pas d'un gouvernail. Le gouvernail, c'est l'illusion du choix. C'est le petit bout de bois qui tourne à gauche, qui tourne à droite, qui cherche sa route. Il ne vous parle pas d'une voile. La voile, c'est l'opportunisme. C'est la force qui capte le vent du moment, le vent de la trahison ou de la compromission pour faire de la vitesse. Non, il dit une ancre, c'est-à-dire le bloc de fer, la masse noire, le poids brut qui plonge dans le noir, dans la boue invisible des profondeurs pour arracher le navire au vertige du néant. Le bateau, lui, reste en haut. Il est visible, il est exposé, il est fracassé, fouetté, mordu par les vagues. Mais il ne bouge pas d'un millimètre. Pourquoi? Parce qu'il possède la seule chose qu'aucun orage au monde ne pourra jamais lui arracher. Un point fixe, une ancre. C'est une exécution théologique. L'ancre ne navigue pas, elle ne calcule pas le cap, elle ne propose aucun programme électoral, aucune stratégie de salon. Elle fait une chose, une seule, et elle la fait jusqu'au sang. Elle empêche l'engloutissement. En disant cela, le premier vice-président du MRC brise les coudes. Il efface les titres. Il ne dit pas notre stratège. Il ne dit pas notre visionnaire. Il ne dit même pas notre président. Laissez ces mots-là au bavard de l'action. Il dit notre permanence. Il dit notre poids face au gouffre. Écoutez bien. Sans ce poids, le bois brise, le bois grince, la coque éclate et le courant sauvage irait fracasser ce parti sur le premier rocher que le régime de Yaoundé lui a préparé. Le choix de Maurice Kamto d'aller au Manidem est une caution à lui accordée par le MRC. Il n'y est pas allé de son propre gré. Nous lui avons dit aller sous telle maison pendant que nous allons garder la maison au cas où il y aura péril en la demeure. C'est un choix stratégique qu'assume le MRC. Et son retour est le même choix stratégique assumé par le Conseil national qui a statué et a trouvé favorable le choix du retour du président Maurice Kamto. Et le choix a été bien signifié par le Conseil national. Le militant du MRC Maurice Kamto revient. Si un membre fondateur plus être s'oppose à une décision, il va écrire et il y aura une décision d'arbitrage. Mais s'il se trouve qu'il est seul contre la majorité, est-ce qu'il devrait emporter contre la majorité? C'est le démontage absolu, une mise à mort par le silence, sans jamais nommer la dispute, sans jamais s'abaisser à regarder le dissident. Mamadou Mouta pulvérise l'accusation d'illégitimité. Une encre ne se dispute pas à coups de paragraphes. On ne demande pas à l'encre si sa chaîne est conforme à l'article 29 des statuts en pleine tempête. On s'en fout, on lui demande une chose et une seule chose. Est-ce que le bateau a coulé? Là où la fronde chipotait sur le droit, le terrain ne répond pas l'instinct animal de la conversation. C'est la survie contre le texte et la survie en haute mer comme en politique. Ça ne s'argumente pas, ça ne se plaide pas devant les greffiers, ça se constate après le chaos, dans le simple fait d'être encore debout pour cracher la vérité en face. Mais si entre-temps il y a eu l'évolution, j'ai dit qu'aucun statut de parti politique n'est figé dans le temps. D'accord. Tout est évolutif. Ok. Alors, les dispositions statutaires ont été prises pour que son retour soit conforme à nos statuts. Oui. Il y a eu l'actualisation de nos statuts qui ont été débattus avant le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC. Est-ce qu'on peut donc considérer cette modification des statuts comme une sorte de
on va dire, de camisole de force, ou du moins une modification qui visait justement à régler cette question-là? Il n'y a pas de camisole au MRC. Nous n'entravons personne, nous permettons à tout le monde d'exprimer. Parce que si on prend ça sous cet angle-là, le sentiment qu'on va avoir, c'est qu'il y a eu un tripatouillage des textes en vue de régler une question conjoncturelle. Toutes les questions et ça peut être ce qu'on reproche justement au gouvernement en place, au système en place. Toutes les questions conjoncturelles nécessitent des réponses conjoncturelles. Nous avons pris des réponses structurelles. Cette réponse n'est pas liée à l'événement. Nous avons tenu notre convention en ligne. Est-ce que c'était une bonne chose ou elle est mauvaise? On doit être en adéquation avec l'évolution de notre temps. Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est seulement pour permettre à Maurice Kamto de revenir à la tête du MRC? Et même si c'était le cas, c'est nous qui savons ce qui est bien pour notre parti. Mais regardez-le. Regardez la grandeur volcanique de ce moment. Ce que Mamadou Mouta adresse dimanche sur le plateau, ce n'est pas une vulgaire dénégation, c'est une insurrection du silence. Quand la meute des micros le jette à la figure, les rumeurs de crise, quand on le somme de commenter la fracture, l'homme se cabre, il fait bloc, il lâche cette réplique qui est un coup de canon. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas des mots de marbre qu'il avait déjà plantés comme des piquets de grève 3 jours plus tôt au quartier général d'Odja. Ce n'est pas un homme qui cache la vérité. C'est un colosse qui refuse d'offrir son sang à l'adversaire. C'est la discipline des faits des partis de combat. En politique, le déni de chef n'est pas un mensonge, c'est l'acte de résistance suprême. C'est le refus absolu de capituler devant l'agenda de l'ennemi. Plus la secousse est violente, plus sa parole se fait souveraine, inflexible, impénétrable. Ceux qui pensent que le MRC va éclater se trompent gravement. Ce sont les militants du MRC qui décident de qui va à la destinée du parti. Et ils en ont décidé ainsi. Ils l'ont plébiscité à 95%. S'il y a 2 ou 3 qui sont contre son retour au MRC, il fallait qu'ils se plaignent et posent. Et même s'ils avaient écrit leur plainte, est-ce qu'ils font poids donc devant les 95 autres pourcents qui avaient voté pour MRC, pour le président du MRC, professeur Maurice Kamto, pour lui accorder Nous, notre Conseil national, c'est un peu comme des élus à qui nous remettons notre voix pour qu'ils parlent en notre nom pendant 5 ans que dure le mandat de notre président national. Et c'est eux qui ont dit qu'il faut que le président arrive. Mais si 2 membres de cette commission ne sont pas d'accord, si 3 ou 4 militants ne sont pas d'accord, parce qu'à ce moment encore, le militant, sa voix ne compte pas, sauf s'il est délégué. Et si on n'est pas délégué, la voix ne compte pas, parce qu'on a déjà donné notre voix à une autre personne qui parle en notre nom. C'est ça la démocratie, j'espère. Entendez d'où vient cette phrase. Ce cri-là, Mouta ne l'a pas cisé les dents, le confort bourgeois des cabinets ministériels. Il l'a hurlé depuis le fond des cachots, sous le poids des faits et de la relégation. C'est son serment de sang. C'est l'incantation de la survie. Il le répète comme on charge un fusil chaque fois que le spectre de la division ose pointer son nez au-dessus du mouvement. Parce que cet homme, c'est une chose que les traîtres oublient. Le doute est un poison et on ne négocie pas avec le venin, on le foudroie. C'est ici que la tragédie atteint son Everest. C'est ici que le théâtre de la Renaissance devient une épopée. Les journalistes attendent la faille, ils n'auront qu'un mur. Les analystes guettent un gémissement, ils n'entendront que le silence des braves. L'ancien prisonnier politique prend tout le poids du navire sur ses seules épaules.
C'est le sacrifice absolu du capitaine face à l'histoire. Laisser la coque grincer sous la pression de l'océan, dévorer sa propre douleur et offrir au peuple militant le visage invaincu d'un commandant qui préférera sombrer avec son navire plutôt que de céder un millimètre de sa dignité. Dans le montage, j'entends des petites voix à la maison indiquer que si l'analyse est faite sous cet angle-là, alors vous êtes disqualifié de critiquer la modification de la Constitution et du Code électoral intervenu en avril 2026 et qui donne la possibilité au président de la République de proroger les mandats des conseillers municipaux alors qu'en réalité ces mandats étaient pratiquement expirés. Comme pour dire qu'il aurait dû le faire longtemps à l'avance, mais pris à défaut, il a été obligé de faire modifier la Constitution. Et dans ce cas, ça a été une modification dans les règles de l'art, puisque cela a été adopté par le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui représente toute la nation entière et qui représente en même temps les collectivités territoriales décentralisées. Vous leur répondez quoi? Ça, c'est un savoir-faire très raffiné du RDPC, M. Duval. La Constitution est la loi fondamentale la plus importante d'une nation. C'est la définition qu'on nous donnait à l'école primaire et au collège après. Donc on ne peut pas prendre la Constitution d'un pays et ramener au niveau d'un parti politique. Soyons sérieux. Ce sont des lois. Ah non? Des lois internes, oui, merci. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du problème d'une famille et on parle du problème d'une nation. Même en économie, il y a la macroéconomie et la microéconomie. Donc un parti évolue avec son temps. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que la Constitution est taillée pour un individu? Jamais. Il n'est pas taillé pour un individu. Et là, le cadre du MRC ne fait plus seulement de la résistance. Il ouvre les abysses. Il ne parle plus seulement d'encre. Il pousse la métaphore jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au terme le plus noir. Écoutez les mots qu'il jette à la face du monde. Ceux qui, je cite, veulent peut-être voir le MRC sombrer ou couler. Sombrer ou couler, ce n'est pas de la répétition. C'est une sentence. Sombrer, c'est le choc brutal, l'eau qui submerge tout d'un coup. La mort en direct sous la violence des vagues. Couler, c'est pire. C'est l'agonie lente, l'enlisement millimètre par millimètre. Le navire qui s'enfonce dans le silence de l'indifférence. En hurlant ces deux mots, il dessine un ennemi monstrueux, un ennemi à deux têtes. D'un côté la lueur qui veut porter le coup de grâce, de l'autre le vampire qui attend patiemment que le sang s'épuise. Mais qui sont-ils, ces fossoyeurs? En première ligne, bien sûr, l'appareil d'en face, le régime de Yaoundé, le monstre froid que le MRC combat depuis 13 ans. J'ai dit pour la circonstance. Je crois que j'ai été assez précise. Donc j'ai dit pour la circonstance. Et nous ne pouvons pas mettre un parti politique au niveau d'un pays. À l'intérieur d'un parti politique, il n'y a pas d'opposition. Même s'il y a des courants qui peuvent être extrémistes, qui peuvent être des modérés, qui peuvent être des comment on dit, ceux qui sont ouverts et machin, il n'y a pas d'opposition à l'intérieur d'un même parti politique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de décision, sinon ça, le parti implose. Mais au niveau d'un pays, il y a l'opposition, il y a ceux à qui les Camerounais leur donnent les mandats pour répondre à leur nom. Et ceux-là ont le devoir de leur rendre des comptes. Nous n'utilisons pas les biens du peuple camerounais. Je peux vous dire. Nous n'utilisons pas des ressources qui sont stratégiques pour le développement du Cameroun, pour le développement de notre parti, au point où les gens pensent qu'ils vont prendre le MRC et le mettre sur le même pied d'égalité que le parti au pouvoir. Mais non. Mais ne soyons pas dupes. Prononcé au lendemain de la trahison, au lendemain du coup de poignard de la dissidence, Mota parle au pouvoir, oui, mais il parle surtout à la cale. Il vise sans les nommer ceux de l'intérieur, ceux que la lassitude a brisés, ceux que l'ambition déçue a rendu fous, ceux dont la fidélité d'hier s'est transformée en un ressentiment acide
et qui préfèrent aujourd'hui saboter les machines plutôt que de rester dans l'ombre. C'est le drame absolu des mouvements nés dans le sang, la clandestinité et le ciment des prisons. Les pires naufrages ne viennent jamais des canons de l'ennemi. Ils viennent du dédain. Ils viennent de ceux qui, fatigués de porter le poids du silence, fatigués de plier sous la discipline du dogme, décident d'ouvrir les vannes de la maison pour la regarder s'effondrer. C'est la guerre des sautes. Et ce dimanche-là, le lieutenant de Kamto a prévenu tout le monde. Quiconque touche à la coque sera broyé par l'histoire. Il n'est nulle part question de sanctionner qui que ce soit ou de faire une chasse aux sorcières. Au MRC, il y a une cellule qui s'occupe de tout ce qui est arbitrage. En cas de sanction ou de machin, il y a une structure qui est chargée de sanctionner. Donc, quand le président Maurice Kamto avait reçu du parti l'autorisation de choisir l'option qui lui paraît la plus plausible, la plus évidente pour une investiture, il a démissionné et pour rentrer, c'est la même commission d'arbitrage qui a été contactée et qui a trouvé qu'il n'y avait pas de vice à son retour et a réhabilité le président Kamto. C'est cette structure qui sanctionne au MRC. Il y a dans la position du Mamadou Mota une charge particulière que l'on aurait tort d'ignorer. Cet homme qui dit aujourd'hui de Kamto qu'il est l'encre indispensable à lui-même pendant 5 mois tenu la présidence par intérim du parti de juillet à décembre 2025 avant de remettre lors de la convention extraordinaire de décembre le flambeau à celui qui revenait. Je m'apprête à remettre le flambeau à celui que la convention désignera, avait-il alors dit dans un discours d'ouverture où l'on sentait déjà sous l'élégance des mots le poids d'une transition qui ne se fait jamais sans frottement. Cette circulation du pouvoir de Kamto à Mota, puis de retour de Mota à Kamto, est précisément ce que Willy Mengue conteste dans sa généalogie des 2 MRC. Mais elle est aussi, vue depuis l'autre rive, la preuve vivante de ce que l'ex-président par intérim défend aujourd'hui, que le parti a su, en pleine tourmente électorale, transmettre l'autorité sans rupture, sans procès, sans épuration. Lui qui a porté la charge sait mieux que quiconque ce que coûte une présidence par intérim. La solitude de la décision sans la légitimité historique, la nécessité de tenir une maison qui n'est pas tout à fait la sienne. C'est peut-être de cette expérience-là, de ce passage à vide qu'il a lui-même traversé, que naît la conviction presque charnelle qu'il exprime aujourd'hui. Un bateau sans ancre dérive, même quand celui qui tient le gouvernail le fait avec honnêteté. On ne peut pas aller dans une élection présidentielle où on a vu massivement participer nos propres camarades de parti et ne pas tirer les leçons, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises pratiques, qu'est-ce qui a orienté nos militants pour faire ce choix. C'est ça qui est important. Mais le sentiment qu'on a, c'est que ce sont beaucoup plus ceux qui sont mis en exergue au cours de cette élection présidentielle aux côtés de certains candidats de l'opposition. On a le sentiment, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que ce sont beaucoup plus ces personnes-là, notamment des militants ou des cadres de cette formation politique, qui sont convoqués devant cette commission. Sinon, quels sont les critères qui définissent la convocation des militants du MRC devant cette commission que j'appellerais la commission de Bignam? Effectivement, c'est ceux qui ont participé. Moi-même, j'ai donné le mot d'ordre, non? Alors, je n'ai pas été convoqué. Il y a donc du 2 poids 2 mesures? Non. Il y a ceux qui ont participé. Ils sont partis pour porter le flambeau de notre parti. On a formé des gens pendant 7 ans au processus de contrôle, d'évaluation des élections.
Alors, il faut qu'ils nous disent aussi ce qu'ils ont vu là-bas, de par leur participation. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Je dis ce qui est vrai, je suis quand même le premier vice-président du MRC. S'il y a des sanctions au bout de la chaîne, je vous le dirai, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Il faut ici ouvrir brièvement une réflexion plus large car le cas du MRC n'est pas isolé dans l'histoire des oppositions africaines. C'est la tragédie récurrente des partis hommes. Ces formations politiques qui naissent d'une seule figure, qui grandissent à son nombre, qui en tirent leur charisme, leur martyr, leur récit fondateur. Et qui le jour où cette figure vieillit, s'absente ou simplement varie dans sa stratégie, découvre qu'elles n'ont jamais construit d'institutions capables de leur survivre sans elles. Le MRC fondé en 2012 n'a connu en 13 années d'existence qu'un seul véritable visage, celui de Kamto. Le bref intérim de Mouta, comme avant lui celui de Tyrian Balbinoa en 2019, n'a jamais été pensé comme une alternative, mais comme une parenthèse en attendant le retour du nom fondateur. Or, que devient un militant dans une telle structure lorsqu'il commence à penser que le nom fondateur a trahi l'esprit qu'il incarnait? Il ne peut pas, comme dans un parti aux institutions solides, contester une ligne sans contester la personne. Car la ligne et la personne dans un parti homme sont une seule et même chose. Il est donc condamné structurellement à l'hérésie ou au silence. Willy Mengue a choisi l'hérésie, a inventé un MRC original purgé du nom qui pourtant l'a fait naître. Geste vertigineux, presque parricide, qui consiste à revendiquer l'héritage en régnant l'héritier. On dit de vous que vous êtes deux ou trois à vouloir tuer le MRC. Non, ça, il ne faut pas s'accrocher sur ce petit groupe qui pense que nous sommes deux ou trois. Nous verrons bien le nombre. Je vous dis, quel que soit le cas, au mois de septembre, il y a une assemblée générale qu'on va organiser. Nous sommes en train de préparer et on verra bien si nous sommes deux ou trois. On ne peut pas spéculer. Nous allons vers là. On verra bien de quoi il est question. C'est ce vertige-là que la formule de Mamadou Mouta vient en creux dénoncer, sans jamais le nommer. Car dire que Kamto est l'encre, c'est dire qu'il n'y a pas de MRC pensable sans lui, qu'un MRC original, sans le nom de son fondateur, est une contradiction dans les termes. Un bateau sans qui se prétendrait encore bateau. C'est une réponse philosophique autant que politique. L'identité d'une chose ne se survit pas à elle-même quand on lui retire ce qui la constitue. Les gens aimeraient peut-être bien voir le MRC sombrer ou couler, mais je dis, le capitaine tient le bateau de manière solide et le cap, il est maintenu. Et tous les militants du MRC ont les yeux rivés vers le capitaine. On n'a pas un capitaine qui dort de façon à ce qu'on cogne l'iceberg. Non, nous ne cognerons pas l'iceberg. On notera, et c'est un trait de caractère qui mérite d'être souligné dans cette tragédie en cours, que Mamadou Mouta n'a en aucun moment de cette sortie médiatique prononcé le nom de Willy Mengue. Il n'a pas répondu à l'insulte par l'insulte, à l'accusation par la contre-accusation, à la dissidence par l'anathème. Il a fait un pas de côté et il a parlé d'encre, de tempête, de bateaux qui ne sombrent pas. C'est une rhétorique de l'esquive notable qui refuse à l'adversaire le théâtre qu'il cherchait à ouvrir. Car répondre nominalement à Willy Mengue c'eût été lui accorder le statut d'interlocuteur légitime, reconnaître qu'il existe, bien comme il le prétend, deux tendances dignes d'un débat contradictoire, ce que Mengue lui-même réclamera d'ailleurs explicitement dès le lendemain dans une lettre adressée à la chaîne de télévision pour exiger un droit de réponse et l'organisation d'un débat direct entre les deux camps. En refusant de le nommer, le numéro 2 du parti refuse
en creux la prémisse même du schisme. Il n'y a rien à débattre, semble-t-il dire, parce qu'il n'y a rien à diviser. Il n'existe qu'un seul bateau, qu'une seule ancre, et ceux qui prétendent en voir deux ne font que confondre le mirage de la tempête avec la réalité de la mer. Je dis on est debout, on avance à pas sûr vers l'objectif qui est de donner au Cameroun une république apaisée et nouvelle et pleine de démocratie, où la justice sociale ne sera plus un vain mot ou des slogans, mais que ça sera la réalité pour que aussi le fils du petit producteur de riz ou du petit éleveur puisse aspirer à être président de la République. Car au-delà de la métaphore, au-delà du style et de la dramaturgie verbale, il y a une réalité nue, une réalité qu'aucune encre, si solide soit-elle, ne peut conjurer par la seule force du verbe. Un parti d'opposition qui aborde des échéances électorales décisives a besoin plus que de toute autre chose d'une unité de façade. Pourquoi? Parce que la moindre fissure devient immédiatement un angle d'attaque pour ses adversaires. C'est précisément ce que redoutait Maurice Kamto lui-même. Souvenez-vous, en février dernier, il appelait déjà ses militants à se garder des divisions orchestrées. Il évoquait une crainte précise que les tiraillements internes ne soient exploités pour invalider des investitures aux scrutins à venir. Cet épisode n'est donc jamais le simple reflet d'une querelle des personnes. Ce n'est pas le choc de deux hommes, c'est le symptôme d'une dissidence au sein du parti, l'expression d'une question plus vaste et beaucoup plus redoutable, celle que toute formation née autour d'un homme doit un jour affronter. Comment se prépare-t-on à des échéances qui exigent l'unité quand sa propre histoire récente a multiplié les occasions de douter? Démission, intérim, retour contesté, convention extraordinaire. La formule de Mota tente d'y répondre par l'image. La réalité électorale, elle, y répondra par les faits. Les chiffres, les investitures validées et ou recalées, les candidatures acceptées ou rejetées. Nous ne nous engageons pas aux prochaines élections pour perdre. Ça sera au RDPC de mettre encore en difficulté Elekam. Parce que le RDPC, lors des dernières élections présidentielles, a suffisamment mis Elekam en porte-à-faux avec ses propres codes. Article 5, seuls les PV d'Elekam font foi. Elekam a fui avec ses PV. Il a été incapable de montrer ses PV. Est-ce que vous avez vu les PV d'Elekam? Ceux qui devraient faire foi, il n'y a pas eu. Donc, ça sera la même chose. Le RDPC va se retrouver en train de mettre Elekam à terre parce que Elekam va fuir avec ses PV. Parce qu'on aura les vrais PV. Alors, et le président nationaliste sera candidat où? Il répondra à cette question lui-même. Toute métaphore politique, si belle soit-elle, finit par être jugée, non pas sur sa poésie, mais sur sa résistance à l'épreuve du temps. L'encre tient-elle vraiment, ou n'est-elle, comme le redoute le dissident, qu'un poids mort? Un laisse-jeter par-dessus bord pour donner l'illusion d'un cap alors que le navire dérive déjà? Cette question, Mamadou Mota ne pourra pas la trancher sur un plateau de télévision. Aussi ciselée soit sa formule, le verdict tombera dans les mois qui viennent sur les listes électorales, dans l'intimité des bureaux de vote, dans la capacité du MRC à présenter un visage uni là où, il y a quelques jours encore, deux voix du même territoire se renvoyaient. Les accusations d'illégitimité et d'intoxication. Mais en attendant ce verdict que seules les urnes ou l'histoire pourront rendre, il restera cette image. Elle est déjà entrée dans le lexique politique de cet été 2026. L'image de cet homme qui, sommé de désigner les fortunes de sa propre maison, a préféré répondre par la mer, par le bateau, par l'encre. Il a choisi la poésie du roc plutôt que la prose du procès, laissant à ceux qui prédisent le naufrage le soin, peut-être vain, peut-être prophétique, de prouver qu'ils avaient raison.
de craindre la tempête. Merci.